l'on peut dire dans un premier temps, c'est que la caricature, ça vient du latin et de l'italien caricare, qui signifie charger. À partir de là, le ton est donné, la caricature est une charge. Et comme toute charge, notamment les charges de cavalerie, elle emporte des victimes. Et ceci, la victime pose inévitablement le problème de la réparation et donc de l'application classique du droit civil. Que va-t-on retenir comme responsabilité dès lors qu'il y a une victime? Est-ce qu'on part sur une responsabilité objective sans s'interroger sur la notion de faute, ou au contraire, est-ce qu'on recherche la notion de faute pour ne sanctionner que la faute et ne pas retenir la responsabilité objective? On arrive à partir de là à ce que le président de la Cour constitutionnelle belge a appelé, l'expression est assez savoureuse, je trouve, la judiciarisation de la gaudriole. Relevant lui-même que l'humour est cet ennemi des droits subjectifs, et je pense que ça pose véritablement le débat. La question, à vrai dire, n'est pas nouvelle, puisque si on se reporte au vieux grimoire, on s'aperçoit qu'il y a un de nos confrères, Henri Fougerolles, avocat au barreau de Paris en 1913, qui avait soutenu sa thèse sur la figure humaine et le droit. Et il nous disait la chose suivante: la loi est une personne austère qui ne connaît pas les privilèges du rire. Donc le débat commence mal pour ce qui concerne la caricature, dès lors que la caricature consiste à faire rire aux dépens d'autrui, et donc à mettre en cause l'amour-propre et également la majesté de la fonction lorsqu'il s'agit de caricatures politiques. À partir de là, il n'est pas surprenant que l'absolutisme et les périodes d'absolutisme se conjuguent avec une restriction des droits à la caricature, alors même que la tradition républicaine, et donc on peut plus parler de tradition républicaine d'ailleurs que de tradition française, puisque la République ne se résume pas à la France et réciproquement, la tradition républicaine va, elle, conforter le droit à la caricature, peut-être parce que pendant longtemps elle en a été victime de ces lois liberticides. La particularité du droit de la presse sur ce point est que, contrairement finalement au droit de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de disposition explicite, spéciale, qui vienne garantir le droit à la caricature. Il n'y a finalement qu'une tolérance jurisprudentielle au regard des lois du genre et selon une idée de mérite, ce qui, là encore, distingue le droit de la presse à la caricature du droit de la propriété intellectuelle, puisque, comme on vous l'exposera savamment, l'idée de mérite est totalement étrangère au droit de la propriété intellectuelle. Et finalement, c'est cette tolérance jurisprudentielle qui va ressortir de la découverte de l'histoire du droit à la caricature. Ce qui nous amène finalement à un propos qui était le propos de Prévost-Paradol, ce fameux républicain devenu ambassadeur de Napoléon III, et puis quand il est arrivé aux États-Unis, finalement il devait proclamer le fait que la paix régnerait en Europe. Il arrive aux États-Unis, évidemment, Napoléon III déclare la guerre au royaume de Prusse, et donc Prévost-Paradol se suicidera. Mais avant de se suicider, il nous avait écrit un petit ouvrage savant sur la France nouvelle. Il nous disait la chose suivante, et je pense que le propos est assez explicite: pour savoir si la presse est libre chez tel ou tel peuple, nous ne songeons jamais à nous enquérir de la loi qu'on lui applique, mais nous demandons tout de suite et d'instinct qui la juge. Et en fait, on va voir que dans l'histoire du droit de la caricature, on a des textes qui sont particulièrement sévères et que souvent, le salut vient de la justice, vient du droit prétorien, qui empêchera finalement l'application par trop sévère des dispositions légales prévues. Parce que quand on regarde l'histoire du droit sur le point de la caricature, on s'aperçoit d'une chose très simple, c'est que le premier texte qui existe, c'est l'ordonnance de Charles IX du 10 septembre 1563. Là, la question est claire, puisqu'on nous dit « Toute publication d'un dessin non soumis à l'approbation royale expose son auteur à être pendu et étranglé ». La question est vite réglée, donc. Alors, il faut quand même savoir, et là ça nous ramène encore au rôle du juge, que les condamnations capitales n'étaient prononcées que pour les crimes d'hérésie, donc de façon assez limitée, et c'est ce qui garantissait donc le droit de la caricature, mais on voit quand même que le droit était assez limité.
Ça va continuer. On a donc après c'est les lettres de cachet qui se substituent. Après on a la Révolution française. Je passe vite. Vous retrouverez toutes les références dans le texte écrit. La Révolution française. Là, on a une profusion de caricatures au tout début de la Révolution française. Et on aura même des caricatures de Louis XVI sur des gilets. J'ai découvert ça. Donc la caricature se répand partout. On profite de cette liberté proclamée depuis 1789. Et puis, on va avoir un texte, et là c'est intéressant, parce que ça nous ramène à Prévost-Paradol, l'article 122 de la Constitution du 24 juin 1793, sous la Terreur, qui nous dit la chose suivante. Elle proclame la liberté indéfinie de la presse, ainsi que la sûreté et la jouissance de tous les droits de l'homme. On sait comment, néanmoins, en pratique, le texte est émis, puisque nombre de caricaturistes sont passés sous la guillotine. Donc on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre les textes, les principes proclamés, et l'application de ces mêmes textes. Il est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. La période napoléonienne ne sera pas non plus très favorable à la liberté de la presse, et le mérite qu'on peut reconnaître à Napoléon, c'est qu'il l'avait dit, puisqu'il s'était confié à Metternich en disant « Je ne me chargerai pas de gouverner 3 mois avec la liberté de la presse ». Et à vrai dire, il a tenu parole, puisque le seul moment où finalement la liberté de la presse a été absolue, ça a été durant les 100 jours. Donc effectivement, il a bien gouverné, mais moins de 3 mois, avec la liberté de la presse, puisque durant les 100 jours, finalement, la liberté était totale, et contrairement à ce que l'on avait pu connaître sous le Premier Empire. Avec la Restauration, revient le régime de censure, et on aura un certain nombre de caricaturistes qui seront poursuivis. C'est l'époque fameuse des Daumiers, qu'on connaît particulièrement dans le monde judiciaire, Philippot, et sur ce point, je vous ai mis dans le petit fascicule les caricatures de Philippot, que vous retrouvez en page 17, avec les fameuses poires de Louis-Philippe, où Philippot, en fait, s'était amusé à caricaturer Louis-Philippe en trouvant que, finalement, son faciès ressemblait assez à une forme de poire. Et donc, il avait été poursuivi. Et d'ailleurs, ces caricatures-là ont amené, finalement, le législateur à intervenir, parce que le ministère de l'Intérieur, qui à l'époque était tiers, considérait qu'il y avait là offense à la personne royale. Et donc, on a eu cette fameuse loi du 9 septembre 1835, qui sanctionnait l'offense au roi et qui soumettait, je le cite, l'article 20, qui disait la chose suivante: « Aucun dessin, aucune gravure, lithographie, médaille et estampe, aucun emblème de quelque nature et espèce qu'il soit, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur et des préfets des départements. » Si on ne respectait pas cette obligation, l'ouvrage pouvait être confisqué et on pouvait faire l'objet de poursuites judiciaires. Et d'ailleurs, le fameux Philippot sera poursuivi pour avoir publié les poires, ce qui l'amènera, vous le voyez dans un second temps, à vendre un volume qui s'appelait Les Poires pour payer les 6 000 € d'amende auxquels le journal Le Charivari avait été condamné. Le fameux Philippot avait été également poursuivi pour, vous le verrez en page 19, et c'est celui qu'on vous projette là, pour avoir représenté la place de la Concorde avec une poire à la place d'une colonne. Et il avait qualifié le monument de monument expiatoire. Le parquet avait poursuivi en considérant qu'il s'agissait d'une provocation au meurtre. Vous voyez quand même le dessin. En disant que finalement, tout ça, la place de la Concorde, c'était la place de la guillotine, et que finalement, si on présentait une poire sur un piédestal, c'était qu'on voulait se payer la poire. Et Philippon, là-dessus, avait fait un trait d'humour en disant que ceci était tout au plus une provocation à la marmelade. Néanmoins, il sera condamné pour outrage à la personne du roi. Avec la République de 1848, on a pu effectivement l'offense à la personne du roi, mais on a le délit d'offense au président de la République. Donc on voit que les régimes se succèdent et que les infractions demeurent. Et puis on aura au final la loi de 1881, mais la loi de 1881, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne va pas libérer le caricaturiste de toute poursuite. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours la possibilité de poursuivre la caricature, tout d'abord sur le fondement de l'injure.
Notamment, vous avez une décision que j'ai retrouvée de 1870 qui concernait un photographe. Le photographe avait pris donc une photo d'un client. Le modèle avait refusé de prendre la photographie, considérant que la photographie n'était pas assez ressemblante. À partir de là, elle n'avait pas payé. Évidemment, le photographe était assez contrit. Et il avait fait un photomontage représentant la dame dans une tenue de grenadier de la garde impériale. Le tribunal de Marly considère que le fait d'avoir exposé dans une vitrine une photographie refusée pour défaut de ressemblance et modifiée de manière à rendre le modèle ridicule constitue une injure publique. Donc on voit que les poursuites pouvaient toujours être engagées. Elles pouvaient également être engagées sur le fondement du droit sur l'image. On voit que le droit sur l'image connaît déjà dès la fin du 19e sa consécration jurisprudentielle, alors même que la doctrine s'était interrogée sur le fait de savoir si ce droit sur l'image existait ou pas, puisqu'il n'était pas prévu par le Code civil. Et donc, une certaine partie de la doctrine avait dit il n'y a pas de droit, donc il n'y a pas de texte, enfin, il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. À partir de là, vous ne pouvez pas engager de poursuite sur le fondement du droit sur l'image. À cela, notamment la Cour d'appel de Nantes répond la chose suivante. Les représentations litigieuses pourraient donner à croire qu'elles ont été faites contre salaire, c'était assez délicieux, vous allez voir la suite, et que la demanderesse servait de modèle aux artistes. Attendu que vivant d'un autre métier, elle se plaint avec raison du préjudice matériel et surtout moral qu'elle subit. On a également des poursuites, vous le verrez, devant le tribunal de commerce de la Seine du 23 mai 1905, concernant une revue qui s'appelait Art et Sport, qui avait représenté une actrice dans un costume de cycliste. Et là, on nous dit la chose suivante, il a été fort désagréable à la dame Faury de se voir ainsi exposée au regard du public dans un costume des plus négligés et susceptible de porter atteinte à la réputation d'élégance, dont les comédiennes se soucient si fort en général, et non sans raison d'ailleurs. Alors surtout que dame Faury, attachée au théâtre des Capucines, elle joue devant un public pour lequel cette élégance constitue une qualité sinon essentielle, du moins fort appréciée. Et à partir de là, on condamne cette fameuse revue Art et Sport. Même principe retenu par d'autres juridictions, par d'autres décisions du tribunal de la Seine. À cela, donc, Henri Fougerolles, notre fameux confrère de 1913, conclut la chose suivante. La caricature par la photographie doit être d'autant plus sévèrement réprimée qu'elle a toutes les apparences de la vérité. La caricature par le dessin est moins dangereuse. Elle porte en elle-même un caractère de fiction, d'exagération qui met le lecteur en garde contre la sincérité du portrait représenté. Toutefois, il indique aux personnages publics qui seraient tentés de se servir contre un humoriste trop audacieux des armes que nous leur avons présentées, nous donnons le conseil d'en user le moins possible. Et on voit bien que la tendance, à la fin du 19e, était à la protection des droits de la personnalité, puisque vous aviez notamment une loi en Californie en 1899 qui disait la chose suivante. Il est interdit, il est illicite de publier dans les journaux affiches livre le portrait d'une personne habitant la Californie sans son autorisation écrite, sauf si cette personne occupe un poste public dans l'État ou s'il s'agit d'un portrait d'un criminel. Donc, on voit bien que la tendance était à la protection du droit sur l'image et à la protection des droits de la personnalité contre la caricature. J'ai plus que 3 minutes. Alors, vous aviez également la possibilité de poursuivre contre, pour outrage aux bonnes mœurs. Vous avez notamment une décision assez savoureuse sur une caricature qui représente le président Kruger, qui était le président de la République sud-africaine, qui donne la fessée à la reine Victoria. On dit que la caricature n'est pas outrageante pour les bonnes mœurs parce qu'elle n'a pas l'intention d'éveiller les passions libidineuses des lecteurs ni d'exciter leurs idées lubriques. Il est vrai que la reine Victoria allait mourir 1 an plus tard et donc ça aurait été une certaine pathologie que d'être excité par cette vision. Les décisions également concernant la caricature et les délits d'offense au chef de l'État ont donné matière à débat. Alors, pendant tout le début de la loi de 1881 et toute la Troisième République, il n'y a pas de poursuite qui soit engagée parce qu'on considère, je cite, que la personne est trop haut placée pour être atteinte par les inconvenances, notamment l'utilisation publicitaire de l'image du président de la République pour vendre des produits.
Cette tolérance n'existera plus sous la Ve République, puisque, notamment, il y avait eu des poursuites du président Pompidou et du président Giscard d'Estaing pour des utilisations de leur image à des fins commerciales. Il y a eu également, pendant la période de De Gaulle, des poursuites engagées pour offense au chef de l'État et pour des caricatures, notamment à l'occasion de la guerre d'Algérie, avec les photomontages. Et vous aviez notamment un photomontage qui avait été réalisé dans le journal Minute et qui avait été sanctionné pour offense au président de la République. Je cite la motivation parce qu'elle est assez savoureuse là encore, et on voit la limite de la liberté qui est accordée. Certes, le droit de libre discussion appartient à tout citoyen en vertu des principes généraux de droit tels qu'ils sont reconnus par la Constitution du 4 octobre 1958 et qu'il est conforme à celle-ci d'étendre l'exercice de cette liberté publique à la discussion des actes politiques du président de la République. Mais attendu que ce libre exercice s'arrête là où commence l'offense au chef de l'État. On conviendrait que la motivation est un peu courte et qu'on est assez proche finalement de ce que l'on pouvait connaître sous le régime du prince-président et le Second Empire. Je résumerai mon propos pour ne pas préjudicier au temps. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, en résumé, et ce sera développé par Basile, c'est que la tendance est de considérer que, en matière de caricature, le problème qui se pose essentiel est que, par définition, dans la caricature, l'excès est la loi du genre. Et à partir de là, la question est de savoir comment, par rapport à cet excès, on va garantir une tolérance à la caricature. Sur ce point, le principe va être assez simple. On va tenir compte déjà de la notoriété. Et en fonction de la notoriété de la personne, on appliquera une plus grande tolérance. Finalement, la gloire ayant pour contrepartie la nécessaire humilité de la personne publique. Et ça, on le retrouve dès le XIXe siècle. On aura également application des critères de bonne foi, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va appliquer à la caricature et aux caricaturistes les critères de la bonne foi. Alors, on sait que les critères de la bonne foi, dans les critères de la bonne foi, on a la prudence dans l'expression, ce qui est toujours assez délicat en matière de caricature, et on a l'absence d'animosité. Ce qui, là encore, en matière de caricature, est assez délicat. Comment est-ce que l'on va gérer cela ? D'abord, en retenant comme critère principal dans la bonne foi la légitimité du but poursuivi, et là on distinguera effectivement en fonction de la notoriété de la personne, et puis se posera la question de l'abus et de définition de l'abus. À partir de quand on ne tolère plus la caricature ? Bien, à partir de quand ne la tolère-t-on plus ? À partir du moment où finalement on va porter atteinte de façon systématique au droit subjectif d'une personne à la protection de ses droits. Donc la malveillance systématique sera sanctionnée. L'atteinte à la vie privée sera également sanctionnée. Et la provocation à la haine raciale sera également sanctionnée, sachant que sur cette question de la provocation à la haine raciale, la ligne rouge se fera finalement dans ce qu'il convient de distinguer entre, d'un côté, la stigmatisation d'une communauté, et là, on considérera que la caricature n'a pas lieu d'être. Par contre, lorsque l'on aura uniquement une fraction d'orthodoxes qui sera désignée à la vindicte par la caricature, à ce moment-là, la tolérance devra prévaloir, et c'est ce que l'on a eu dans l'affaire des caricatures de Mahomet, ce qui finalement nous renvoie un peu, et ce sera la fin de mon propos, à l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisque l'article 17 interdit d'invoquer les droits que la Convention reconnaît lorsque l'on est finalement un ennemi de la liberté. Et c'est ce que rappelait d'ailleurs le président Paul Martins, que je citais en début de mon propos, et je conclurai mon propos avec lui. Paul Martins, le président de la Cour constitutionnelle belge, dit que finalement l'intolérance à la dérision est un dommage collatéral de la ferveur. Et notre confrère Henri Fougerolles concluait en nous disant la chose suivante: une indulgence souriante est de mise à notre époque aux susceptibilités émoussées. Vous voyez, c'était en 1913. Et jamais, en aucun cas, le mot de Tacite n'a été plus vrai. L'injure que l'on néglige s'efface, celle que l'on relève est en partie justifiée. C'est ce que le président Schourmans, un juge du 19e siècle belge, concluait et résumait ainsi: il est bon quelquefois
de fermer les yeux, et moi je ferme mon propos. Merci beaucoup.